Et voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié et destiné à l'échange sur la cybersécurité. Je suis Swad Yamani, je suis courtier en assurance pour ceux qui ne me connaissent pas et du cabinet SY Assurance, spécialiste des risques entreprises. Je vais ce soir donc co-animer ce webinaire avec notre partenaire Capfi 6e Sens, notre expert en cybersécurité, donc sécurité informatique et d'autres sujets, mais en particulier ce soir celui-ci. Avant de démarrer ce webinaire, je vais également vous inviter pour toutes les questions à vous rendre sur notre chat. Vous verrez, il y a un onglet questions sur lequel vous allez pouvoir donc poser les questions et nous reviendrons donc vers vous en fin de conférence pour revoir donc ces questions une à une et vous répondre bien évidemment. Alors, afin d'introduire ce webinaire, on va démarrer avec la question de l'assurance, le sujet de la cyberassurance. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter, enfin, il va se présenter plutôt lui-même, pardon, Monsieur Patrick Segui, qui représente le groupe d'assurance donc Allianz, et qui va donc nous donner la vision donc du groupe Allianz et évoquer bien sûr le sujet de la cyberassurance en évoquant les différentes garanties, l'intérêt de l'assurance cyber et tout ce qui s'ensuit. Monsieur Segui, Patrick, je te tutoie si tu es d'accord, et c'est à toi. Merci Souad, bonsoir à tous. Merci pour m'avoir invité. Donc, écoutez, je vais tout d'abord me présenter, Patrick Segui. Donc, je travaille depuis un certain temps dans l'assurance et depuis un peu plus de 20 ans sur les risques d'entreprise, en visite, en accompagnement d'entreprise et en protection. Et donc, je vais vous exposer comment s'articule de façon assez simple, hein, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours d'assurance. Comment s'articule une assurance cyber et donc notamment chez Allianz. Alors, tout d'abord, avant de proprement parler d'assurance, qu'est-ce qui se passe en cas d'attaque cyber pour une entreprise? Il y a 4 points majeurs que l'on a pour schématiser. Il y a une activité qui est perturbée, c'est rien de le dire, voire paralysée, arrêtée, et donc arrêt, perte de chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation qui peuvent être très importantes, des frais qui doivent être engagés pour résoudre l'incident au plus vite. Ça, c'est le premier point. Mais il y a également l'impact en termes d'image de l'entreprise, de réputation que donne cet arrêt d'activité. Et donc cette attaque peut faire une rupture de confiance avec ses clients, ses fournisseurs. Et donc ça, c'est très important. Il y a également bah, l'image en cas de vol des données personnelles des clients ou des salariés. Et tout ça, c'est très négatif pour l'entreprise. On a un troisième point qui est la mise en cause possible de l'entreprise suite à l'intégrité de données personnelles qu'elle détient, hein. Et ça, on le redétaillera de façon un peu plus approfondie. Et puis, les conséquences d'une cyberattaque, et quand on a tout ça qui est réuni, on le voit bien, ça peut mettre en cause la pérennité de l'entreprise. Et, et donc, pour éviter tout ça, on va forcément tout de suite se dire, je vais m'assurer et comment ça se passe. Alors, une assurance, d'une manière générale, et une assurance cyber, il y a plusieurs volets de nature différente. On va d'abord voir les responsabilités, après on verra les aspects ce qu'on appelle de dommages. Les aspects de responsabilité, c'est quoi quand il s'agit d'une attaque cyber? Ce sont les conséquences pécuniaires, d'accord, que l'entreprise peut encourir, mais en cas de réclamation d'un tiers. Les tiers, ce sont tous ceux qui sont victimes d'atteinte à leur vie privée, d'atteinte à leurs données informatiques, hein, que ce soit des clients ou des fournisseurs des entreprises, et pour qui ça peut avoir des conséquences également qui sont lourdes et qui vont mettre en cause la responsabilité de l'entreprise. Et d'autre part, associé à cette garantie, mais il y a toujours les frais de défense de l'entreprise euh, pour éviter les frais de représentation d'avocats et d'expertise, etc., pour défendre l'entreprise. Voilà. Alors, quand on parle de responsabilité, je vais vous parler de perte de données.
C'est quoi? Alors il faut savoir que, d'abord, vous le voyez, les données personnelles, avant de parler je dirais de la réglementation, les données personnelles regroupent énormément de choses sur, sur les clients, sur les salariés, depuis, simplement les noms, adresses et cetera, mais ça va jusqu'aux empreintes digitales, les numéros de carte bancaire et autres, informations, qui concernent, les personnes. Et donc depuis 2018, la réglementation s'est considérablement, renforcée, par rapport, aux obligations des entreprises, et en cas d'infraction, une entreprise s'expose à une amende administrative qui peut représenter jusqu'à 4 du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros, et vous avouerez que ça commence à faire des sommes très, très importantes. Quand vous avez une attaque et une perte de données, des fuites de données, ben, vous avez des obligations réglementaires, dès que vous avez des risques, enfin des pertes de données, de vos clients ou de personnes. Et donc suivant l'importance et si c'est juste de l'atteinte à vie privée ou si c'est un risque élevé, et ben, vous allez devoir soit simplement informer la CNIL, mais ça peut aller jusqu'à des notifications et des informations de toutes les personnes concernées par la fuite des données. Et ça peut représenter, quelque chose de vraiment très compliqué, surtout, je vous le rappelle, que l'on est dans un contexte d'attaque cyber où l'informatique de l'entreprise n'est pas forcément mobilisable, et contacter, simplement des clients, fournisseurs et autres n'est plus quelque chose d'aussi évident à partir du moment où on n'a plus d'informatique. On ne connaît plus beaucoup d'entreprises qui ont des listings papier de clients aujourd'hui. Donc voilà pour, les responsabilités. À côté de ça, vous avez tous les frais engagés et les pertes subies. Donc le contrat, que vous allez aller chercher va avoir ce deuxième volet. Donc ça va concerner aussi bien, ben, tous les frais d'intervention d'experts informatiques chargés d'arrêter la propagation de l'attaque, sécuriser et remettre le système d'information en état de fonctionner, reconstituer les données perdues. Alors, vous le verrez tout à l'heure avec les spécialistes de l'informatique que sont Capis Sixième Sens, mais Heu, quand on parle de reconstituer des données, et on ne peut reconstituer des données que si elles sont, sauvegardées, à minima. Sinon c'est fini. Parmi les frais engagés, eh ben, vous aurez, tout ce qui est les structures de conseil d'avocats, parce que l'entreprise est attaquée dans tous les sens du terme, et du coup, il va falloir, assurer la défense. Vous allez avoir tout ce qui est frais de consultant en communication de crise, afin d'enrayer l'impact négatif de l'incident sur l'image de l'entreprise, et de remonter la pente, hein, tout simplement. Et puis, le dernier point, mais non des moindres, les frais supplémentaires d'exploitation et les pertes d'exploitation occasionnées par l'interruption et la réduction de l'activité. Et là, on voit bien que, ben, ça peut être très lourd et il faut un certain temps pour se remettre en état de marche. Donc les pertes peuvent être très importantes. Ce que ce que l'on voit, ça paraît à la fois, simple et compliqué, mais en fait, moi je voudrais attirer votre attention sur le fait que souvent ce sont les grandes entreprises qui sont assurées, alors qu'en fait ce sont des contrats accessibles, pour les petites et moyennes entreprises. Et très important quand on est, dans un monde de petites et moyennes entreprises, c'est que contrairement aux grands groupes, bah, vous n'avez pas forcément tout le background d'équipes dédiées à remettre tout ça en route, et donc on a pensé qu'il était très important d'avoir un accompagnement immédiat et 7 jours sur 7 pour intervenir en cas d'attaque, aider à intervenir directement, faire ce qu'on appelle une remédiation, mettre en œuvre les prestations nécessaires pour rétablir le fonctionnement, et redémarrer, en toute sécurité au plus vite, le tout avec, la communication de crise. Voilà, je vais Oui. repasser, alors avant Avant de passer la parole, j'attirerai simplement votre attention sur un point, très, très important. Ça n'existe pas un bon ou un mauvais contrat quelque part d'assurance. Ce qui est très important, c'est que le contrat soit adapté, et pour adapter un contrat à la situation de l'entreprise et de la PME, eh bien, on a quelqu'un qui est
très important dans ce rôle, qui est celui qui va faire le diagnostic et l'analyse de vos risques et va vous accompagner. Et je pensais en cela au courtier d'assurance, représenté aujourd'hui par Souad, à qui je passe la parole. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Patrick, pardon, pour ces informations. Effectivement, le relais avec le courtier, en assurance, est évidemment, je dirais pas le contraire, essentiel. Mais avant de passer, sur le sujet du courtage d'assurance, moi j'avais quand même, 1 ou 2 petites questions, et avoir la vision un petit peu du groupe Allianz ou même la vision globale de l'assureur, en général. À savoir sur ces contrats d'assurance, sur ces garanties d'assurance, il y a une question assez récurrente, moi, qui m'est régulièrement posée, hein, par mes clients, à savoir, tu as évoqué tout à l'heure la question des données, de la perte de données. Qu'en est-il éventuellement des sanctions qui seraient imposées évidemment par la CNIL en cas de perte de données? Est-ce que les contrats d'assurance d'Allianz, ou d'une façon générale, peuvent prendre en charge ces sanctions? Alors, il faut savoir que tout ce qui est sanction, donc amende, pour être clair, d'ordre légal, ne peuvent être pris en compte sur un contrat d'assurance. Ce serait contraire à la règlement enfin, au droit français. Donc, non, tout ce qui est, amende, sanctions et autres sont, pour l'entreprise, malheureusement, j'allais dire, et ne peuvent pas être assurés. Merci. Donc, je pense que la réponse à ma question suivante va venir, d'elle-même. Effectivement, la même question qui est une question également récurrente à propos des rançons, hein, puisque effectivement, malheureusement, ces rançons qui peuvent, s'élever à des sommes assez faramineuses. Qu'en est-il et quelle est la posture des assureurs sur cette question? Alors, la posture et puis, la réglementation est très claire. On ne peut pas payer une rançon, c'est d'ordre, enfin, c'est illégal. Alors, on a entendu des choses qui se passent, mais je le rappelle, ça se passe dans d'autres pays. Dans certains pays, ça n'est pas illégal. En France, ce n'est pas légal et du coup, ça ne figure pas dans les contrats d'assurance et puis, je dirais notre conseil, n'est pas de payer une rançon. Très On bien. verra après que ça ne Oui. solutionne rien, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup Patrick, pour cette intervention, pardon. Donc effectivement, pour, faire le relais sur le courtage, assurance, en tout cas le conseil, sur l'assurance, effectivement, il est évidemment, important, de définir ensemble, les éventuels risques auxquels vous êtes exposés. Mon rôle de courtier en assurance, c'est effectivement au avant même de vous proposer, une solution adaptée à vos besoins, c'est bien sûr d'abord d'identifier ces éventuels risques, pour les identifier, mettre également en place ensemble probablement des solutions de prévention. Alors des solutions de prévention dont on entend parler au quotidien, qui peuvent nous paraître anodines, voilà, faire ces mises à jour régulièrement, faire attention à ces mots de passe et autres. Et avec, grâce à éventuellement ces dispositifs, peut-être être éligible pardonnez-moi, à une assurance cyber après avoir donc complété ce questionnaire de risque cyber et à l'appréciation de l'assureur éventuellement de couvrir le risque et de donner éventuellement les conditions, hein, évidemment les conditions de souscription et de garantie. Et on l'a bien compris, l'assurance finalement, elle va nous protéger d'une certaine façon, elle va surtout assurer ce que nous appelons le risque résiduel, mais en aucun cas elle va réellement nous protéger contre une attaque. Et là, il va falloir effectivement mettre des choses en place au sein de l'entreprise, au sein de nos PME, de manière assez solide. Et là, je pense évidemment à des entreprises comme celle de notre partenaire aujourd'hui, Capfi Sixième Sens, qui vont nous expliquer bien en détail les éventuelles solutions qui existent, les éventuels services pour bien protéger son entreprise en cas de cyberattaque et surtout même d'anticiper en réalité pour éviter ce type d'attaque. Merci à Cafi peut-être de prendre la parole. Je pense que l'IDAO qui est avec nous va se présenter l'entreprise et faire le lien. Merci. Merci Swad, merci Patrick pour cette introduction. Donc, je suis l'IDAO Bileza, consultant en cybersécurité. Ça va faire maintenant à peu près 10 ans. Et depuis 2 ans, donc, je suis responsable du développement de l'offre cybersécurité de Capfi Sixième Sens, donc, qui est l'entité infrastructure et sécurité de Capfi, qui est une ESN basée principalement sur Paris, Londres et Casablanca. Je suis accompagné aujourd'hui donc de mon collègue Michael, que je vais laisser se présenter.
Bonjour à tous. Écoutez, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire aujourd'hui. Donc, moi, je suis Mickaël Sardina. Je suis consultant en cybersécurité depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc, j'ai pour mission et rôle la partie un peu plus technique et intégration du service SOC by CAPI dont on parlera un peu plus tard au cours de ce webinaire. Merci, Mickaël. Donc, pour commencer notre présentation, on va tout simplement en fait commencer par vraiment le constat, qui est aujourd'hui un constat d'échec, et pourquoi en fait donc tout le monde est concerné. L'explosion de l'usage des services numériques ces dernières années s'est accompagnée d'une hausse exponentielle des actes de piratage. Et il suffit de regarder quelques chiffres pour vraiment illustrer le phénomène. Typiquement, aujourd'hui, 9 entreprises en France sur 10 ont été victimes de cyberattaques en un an, d'après le rapport donc, de Forrester en 2020. Et pour la plupart, donc, notamment donc, pour plus d'un tiers, on a eu donc une perte de productivité et également donc, une perte donc, de données clients et voire même des pertes donc, de données d'employés. D'autres chiffres permettent également donc, de mettre en lumière le niveau de vulnérabilité, surtout des PME et des ETI, ce qui se traduit notamment par donc, ce chiffre qui montre que pour à peu près donc, 8 entreprises donc, sur 10, donc, pour des PME et ETI, elles n'ont pas donc, de plan de réponse à incident robuste pour faire face à donc, un cyberincident. Et également, elles n'ont pas d'argent donc, de côté pour pouvoir faire face donc, à une cyberattaque. En général, donc, les grandes entreprises et les grandes structures vont se redresser difficilement lors d'une cyberattaque. Mais pour les petites et moyennes, cela va se traduire par des sanctions un peu plus lourdes, voire un dépôt de bilan. On a tous en tête donc l'exemple du groupe lyonnais de lingerie Alice Charmel, qui a dû donc passer en redressement judiciaire donc, suite à une cyberattaque. Donc, c'est également donc, le cas de 6 entreprises françaises donc, sur 10 qui font donc faillite dans les 6 mois qui suivent donc, une cyberattaque. Maintenant, on peut se poser la question, donc, quelles sont vraiment donc, ces attaques, donc, quelles sont vraiment ces cyberattaques. Les rapports donc, de la BPI donc, nous remontent donc, que en général, donc, la principale menace qu'on va retrouver aujourd'hui, vraiment, c'est les attaques par rançongiciel, qui se caractérisent par le fait, en fait que donc, les cybercriminels vont chiffrer les données donc, de l'entreprise, de la victime, et l'obliger donc, à payer une rançon pour pouvoir donc, récupérer la clé de déchiffrement. Cela peut se traduire également par du chantage pour divulguer des informations sensibles et donc l'obliger à payer encore une plus lourde rançon. Et on va noter également des attaques qui vont plutôt donc, exploiter des failles de sécurité ou des erreurs de configuration dans les systèmes d'information qui sont liées à la complexité aujourd'hui donc, des infrastructures, du fait donc, qu'elles vont exploiter des services un peu hybrides en local ou dans le cloud. D'autres types d'attaques qu'on va constater sont des attaques qu'on va appeler des attaques qui vont exploiter le facteur humain. C'est-à-dire que ça va être soit du piratage de comptes parce que les utilisateurs sont moins sensibilisés ou pas assez sensibilisés donc, au risque de cybersécurité. Ça peut être donc de l'usurpation d'identité ou de l'hameçonnage, qui est donc une technique qui consiste donc à se faire passer pour un tiers de confiance dans le but de manipuler sa victime pour lui faire exécuter des actions illégitimes. La particularité de ces attaques donc, qui utilisent le facteur humain, c'est que pour des solutions de protection classiques que l'on connaît en général, c'est-à-dire que les pare-feux, les antivirus, ces solutions sont inefficaces contre ce nouvel type de menaces qui vont exploiter vraiment l'utilisateur final et donc du coup vont paraître comme des actions légitimes dans le flow en fait, des communications dans le système d'information et donc du coup sont difficilement détectables en tout cas par des solutions classiques type antivirus, pare-feu, qui n'ont pas justement de règles de corrélation ou de contextualisation avancée pour enrichir en fait les alertes qui sont remontées. Pour montrer également un peu plus vraiment le niveau de la menace en ce qui concerne donc, les rançongiciels, on peut rappeler en fait donc, que 12% donc, des PME et ETI ont connu donc, des attaques par rançongiciel. Et pour plus d'un tiers d'entre elles, cela s'est traduit donc, par un impact fort. Donc, il s'agit donc du rapport donc, du CLUSIF en 2020.
Et un des éléments aussi importants, c'est que le montant donc, de la rançon moyenne versée est autour donc, de près de 600 000 dollars, selon donc, le rapport donc, de Palo Alto, qui est donc un éditeur donc, de solutions de sécurité. En général, la prise de conscience n'est pas au niveau en tout cas au niveau de l'ampleur de la menace. En général, ce qu'il faut constater, c'est qu'il va y avoir donc deux types d'attaques. Des attaques qui vont être ciblées, qui vont concerner principalement des cibles stratégiques dans des secteurs tels que la finance, l'industrie, la défense. Mais on va avoir aussi des attaques qui sont opportunistes, qui vont exploiter donc, des vulnérabilités dans les systèmes d'information et qui vont concerner tous les secteurs d'activité. Qu'on soit dans l'immobilier, qu'on soit dans le secteur public, tous les acteurs aujourd'hui sont concernés donc, par les attaques de cybersécurité. Maintenant, pour vous apporter une illustration un peu plus concrète donc, du mode opératoire d'une cyberattaque et ses conséquences éventuelles, nous avons préparé une petite vidéo qu'on va vous présenter. Avec la transformation digitale, votre entreprise est à présent de plus en plus connectée et donc de plus en plus vulnérable aux cyberattaques. Regardez par exemple ce collaborateur qui ouvre la pièce jointe liée au mail qu'il vient de recevoir. Il pense que le message vient de son collègue. En apparence seulement. Un logiciel malveillant vient de s'infiltrer dans le réseau de l'entreprise et se propage rapidement. Tout est bloqué, c'est la panique. Les données sont chiffrées et donc inaccessibles. Les hackers réclament un montant faramineux en crypto-monnaie pour avoir de nouveaux accès aux données. L'équipe IT fait son maximum pour reprendre le contrôle de la situation, mais c'est déjà trop tard. L'entreprise n'a pas d'autre choix que de mettre la clé sous la porte. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nul n'est épargné. Le danger est bien réel et personne n'est à l'abri. Avec des cybermenaces de plus en plus intelligentes et robustes, les simples antivirus et pare-feu ne suffisent plus. Oui, oui, elle est effrayante cette vidéo, effectivement, et très très parlante plutôt, pardon. Merci Lidao. Moi j'ai une question avant de poursuivre, si tu veux bien, et je me demandais pour quelle raison finalement, et sais-tu pour quelle, pardon, pour quelle raison, excuse-moi, ce sont finalement toujours plutôt les PME et les ETI qui sont les victimes de ces cybercriminels. Merci Aswad, c'est une question très intéressante justement. Je vais apporter quelques éléments de réponse donc, dans la suite donc, de ma présentation. Donc, pourquoi donc, les PME, les ETI sont des cibles privilégiées. On peut observer plusieurs éléments en fait, donc, de réponse. En premier lieu, en fait, c'est un peu ce que j'ai présenté en amont par rapport au constat donc, sur l'état de lieu donc, des cybermenaces. C'est qu'aujourd'hui, les modes opératoires donc, qui sont employés durant les cyberattaques donc, par rapport donc, aux stratégies de protection classiques qui sont mises en place dans la plupart des structures, telles que des pare-feux, des antivirus, effectivement, ces solutions de sécurité ne sont plus adaptées face au mode opératoire. Donc, le paysage des menaces a vraiment évolué. Les cyberattaquants utilisent maintenant des techniques, typiquement le facteur humain, qui font qu'ils peuvent contourner très facilement donc, les mécanismes de protection classiques. L'autre élément, aujourd'hui, c'est vraiment la transformation numérique. C'est passé d'un enjeu business à une question de survie pour les entreprises, tout simplement, parce qu'on s'en prend aujourd'hui donc l'ère post-Covid, toutes les entreprises passent vraiment à une forte numérisation de leurs services, notamment dans le cadre de télétravail typiquement. Mais on constate aussi beaucoup d'improvisation parce que voilà, il faut assurer une continuité d'activité. La conséquence derrière en fait de tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des infrastructures un peu plus complexes parce qu'on va avoir un bout d'infrastructures locales, des services dans le cloud qui sont consommés, du nomadisme, même si en fait les terminaux finaux ne sont pas protégés. Donc tout cela complexifie et augmente la surface d'attaque de l'entreprise. Donc, la transformation numérique est un enjeu business, mais derrière, si on ne prend pas en compte les risques de cybersécurité, c'est la porte ouverte donc, pour les cybercriminels. L'autre élément qui va concerner plus particulièrement donc, les PME ETI, ce sont les questions de ressources, tout simplement. Ce sont donc, que ce soit des ressources donc, expertes pour pouvoir mettre en place des stratégies de cybersécurité ou exploiter les solutions de sécurité
donc qui sont mis en œuvre, ou aussi en termes de coûts, finalement, parce qu'elle dispose de très peu de moyens financiers pour pouvoir se protéger. On a également aussi un autre constat, qui est celui, en tout cas, en général, du manque de maturité donc, des PME et des ETI, plus généralement des entreprises de taille moyenne. Parce qu'en général, aujourd'hui, dans la démarche donc, de mise en place d'une stratégie de cybersécurité, on va avoir plusieurs postures. Une première posture donc, qui va être vraiment préventive, c'est un peu ce que j'ai dit tout au long de ma présentation. On met en place des pare-feux, on met en place des antivirus, on met en place des proxys. La particularité de toutes ces solutions, c'est qu'elles vont avoir pour but d'empêcher l'attaque, de freiner, de bloquer. Donc, c'est le réflexe assez simple, prévenir vaut mieux que guérir. Puis après, donc, lorsque l'entreprise va avoir un peu plus de maturité, elle va se poser la question de, voilà, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les règles d'hygiène. Par contre, lorsqu'elle va augmenter en maturité, elle va se dire, OK, il existe des solutions de protection, mais le risque zéro n'existe pas. Justement, ces solutions de protection peuvent être contournées. Donc, il faut être en capacité de pouvoir réagir. Et ça passe par une visibilité sur son infrastructure. Vu que je l'ai présenté plus tôt, l'infrastructure devient de plus en plus complexe. Il faut être en capacité d'avoir une visibilité centralisée et de pouvoir réagir. Donc, d'où la posture réactive. Et la posture proactive, c'est également, on se repose plus sur vraiment uniquement de la détection, mais proactivement, on va aller rechercher en fait des signaux faibles, des signaux qui sont des indices en fait donc avant-coureurs, donc précurseurs donc d'une cyberattaque. Le dernier niveau donc qui est donc la posture adaptative, c'est lorsque on capitalise un peu sur toutes les mesures qui ont été mises en place tout au long et qui permettent donc de s'adapter vraiment au paysage des menaces, donc l'évolution constante donc des menaces, mais également aussi de l'entreprise, parce que l'infrastructure change, les enjeux business changent. Donc, on va avoir donc une stratégie qui va être vraiment adaptative en fonction de tous ces éléments. Aujourd'hui, les PME et les ETI vont vraiment être plus au niveau donc, de la posture préventive. Et tout simplement, si on prend le parallèle avec des cybercriminels, si on prend le parallèle plutôt avec des cambrioleurs, lorsqu'ils voient une porte blindée, eh bien, ils vont passer par les fenêtres. Donc, c'est plus simple, en fait, d'aller attaquer donc, des PME qui sont plus vulnérables que de s'attaquer à des cibles un peu plus stratégiques qui ont des solutions de protection plus complexes. Un autre point également aussi qui est très important aujourd'hui, c'est au niveau des cybercriminels, aujourd'hui, en fait, on note une professionnalisation du cybercrime. Tout simplement, les cybercriminels sont devenus des chefs d'entreprise. Et donc, une analyse donc, qui a été réalisée par Webstone montre que sur l'analyse de plusieurs campagnes donc, de cyberattaques, donc les coûts en phase donc, pour pouvoir déployer dans ces campagnes ne sont pas assez conséquents par rapport donc, aux gains. Donc, typiquement, en moyenne, donc, on a à peu près 151 000 $ pour des gains avoisinant plus d'1 million de dollars, voire 4 millions de dollars. Donc, le calcul est assez simple en fait, pour les cybercriminels. C'est rentable de commettre donc, des actes donc, de piratage. Et donc, ils ne vont pas donc, arrêter maintenant. Donc, on peut se poser la question maintenant en termes lorsqu'on est victime d'une cyberattaque ou pour préparer justement son contrat donc, de cyberassurance, comment en fait donc comment chiffre-t-on l'impact donc d'une cyberattaque? Patrick a évoqué donc un certain nombre d'éléments donc qui vont être pris en compte par donc l'assureur. Donc notamment, ça va être typiquement donc vraiment la face émergée en fait de l'iceberg. Donc les coûts qui vont être liés à un impact direct, donc qui vont permettre donc de remettre en service donc l'infrastructure, notamment que ce soit les frais d'investigation, les enquêtes techniques, la notification suite à l'intrusion, lorsque voilà, il s'agit donc d'une violation de conformité RGPD, des honoraires donc d'avocats lorsqu'il y a des frais donc de justice ou tous les coûts qui vont être liés donc à la restauration du service. Mais tous ces coûts en fait ne sont que vraiment la face visible, on peut dire, parce que derrière on va avoir vraiment des coûts qui vont être intangibles, notamment s'il y a eu en fait une violation de données de propriété intellectuelle.
cela peut entraîner une perte de compétitivité de l'entreprise qui peut être vraiment sur la longue durée. Également, on peut avoir également une augmentation donc, de la dette de l'entreprise suite à une cyberattaque parce qu'elle a dû débourser une somme colossale pour pouvoir soit payer la rançon ou pour rétablir le service. Et également, on peut avoir donc une perte, une dépréciation de la valeur de la marque, de l'image donc de l'entreprise auprès de ses utilisateurs et auprès de ses clients. Donc, pour illustrer un peu plus donc l'impact donc sur la durée donc d'une cyberattaque, on a donc l'analyse de Deloitte qui montre effectivement que en général les impacts consécutifs donc à une cyberattaque qui vont être liés vraiment à la restauration, à la gestion de crise, ne représentent en réalité que 10% vraiment des coûts globaux en fait donc des dommages liés donc à cette cyberattaque, parce que plusieurs années plus tard on va avoir encore des coûts qui vont être liés donc, au traitement de cette cyberincident. On peut évoquer les cas de Fleury-Michon ou de la région du Grand Est qui, suite donc, à ces cyberattaques, ont investi massivement donc, dans des programmes de cybersécurité. Et donc, on constate donc, que plusieurs années après, on peut avoir encore des coûts qui sont liés donc, à une cyberattaque, sans compter donc, la dépréciation donc, de l'image et de la confiance auprès des clients. D'où la nécessité vraiment d'avoir une approche donc, où on anticipe et on se prépare pour être en capacité de réagir face à une cyberattaque. Alors, à propos justement, l'IDAO, pardon de t'interrompre, de réaction et d'anticipation, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Que faire? Très bonne question, Swad. Effectivement, donc là, c'est mon collègue Mickaël qui va apporter quelques éléments de réponse. Donc, je laisse Mickaël. Merci Lidao et merci Swad pour la question, effectivement. On va essayer de voir un petit peu dans cette partie quels sont les différents éléments, les différents mécanismes qui vont permettre aux PME et aux ETI de pouvoir anticiper et même de réagir le plus efficacement possible face à une cyberattaque. Donc on va reprendre un petit peu la pyramide qui a été précédemment présentée et on va essayer de balayer ensemble les différents étages et ce qui peut y être apporté pour pouvoir y répondre. Donc sur la partie numéro 1, la partie prévention, on va avoir un ensemble de solutions possibles, comme par exemple la mise à jour régulière de vos systèmes d'exploitation, de vos applicatifs, de vos actifs en règle générale, et avec des processus de gestion de vulnérabilité, de patch, qui doit être en continu lors des années. Sur la partie conformité, au-delà de se coller à des standards type ISO ou RGPD par exemple, on va aussi avoir la partie sensibilisation, qui va être un aspect très très efficace sur les côtés hameçonnage, phishing, qui va vous permettre de savoir comment vos collaborateurs en interne, eux, vont réagir face à ce genre de cyberattaques qui sont très très répandues. Sur la partie réactive, on va avoir effectivement la surveillance continue de la sécurité, donc de l'ensemble de votre infrastructure, donc qu'elle soit en salle serveur dans vos locaux, que ce soit un petit serveur dans un coin, que ce soit des serveurs hébergés dans du cloud ou des services SaaS, type Office 365, G Suite, ce genre de choses. Il va falloir avoir une visibilité complète sur l'ensemble des actifs. Et bien sûr, un des points fondamentaux va être la partie du plan de réponse à incident. C'est comment réagir, que faire, comment, et dans quel ordre face à des incidents de sécurité sur lesquels on n'est pas du tout préparé ou très peu préparé. Et peut-être même on n'a pas les compétences ni techniques ni technologiques pour pouvoir y répondre. Sur la partie proactive, on va voir des choses assez simples et qui parfois sont un petit peu boudées ou en tout cas négligées, comme par exemple la partie sauvegarde régulière. Donc cette sauvegarde va permettre de pouvoir, un peu plus tard, on en discutera, de repartir sur des bases saines lorsqu'on a un événement de sécurité qui survient. On a aussi la partie assurance cyber, dont nous a parlé Patrick évidemment au début du webinaire, qui va être une partie proactive très importante. Et l'ensemble de ces mécanismes un petit peu qu'on vient de balayer vont permettre à l'entreprise de s'adapter face aux différentes menaces qui sont très différentes, qui peuvent sont vraiment très éparses, très diverses, et qui sortent chaque jour un peu plus différentes les unes des autres et un peu plus, dévastatrices. Donc ça, c'est le point un petit peu anticipation que va permettre un service de type SOC. Sur la partie réaction, que faire lorsque malheureusement cet événement arrive, on en a parlé. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'1 million d'échantillons de logiciels malveillants qui sortent par jour. C'est quand même énorme, et donc il y a forcément des trous dans la raquette sur certains types de logiciels, ou de logiciels de prévention justement.
Et donc, il faut se préparer en cas d'attaque. Donc, on va pouvoir utiliser certains mécanismes comme l'adoption de bons réflexes pour une réponse à incident, piloter justement la gestion de crise. C'est très important lors de parfois de panique qu'il peut y avoir lors d'un incident très grave, comme un ransomware, un rançon logiciel qui va chiffrer toutes vos données, qui va la rendre inopérable. Il peut y avoir des moments de panique. L'assistance technique, évidemment, donc c'est une des choses qui va permettre, si ce n'est qui va permettre à court terme de se sortir de la cyberattaque. Une partie communication au juste niveau, entre la communication interne et externe. Là, c'est là où on va gérer l'image de la société, aussi d'un point de vue extérieur. Comme l'a dit Patrick, ne pas payer la rançon, pas uniquement parce que c'est illégal, donc ça, c'est bien sûr, faut jamais payer, mais parce que ça va très souvent mener à d'autres nouvelles rançons. Et c'est voilà, c'est un cercle dans lequel c'est dur de se défaire. Le dépôt de plainte, pour la réaction, ça va être très important en fonction de ce que c'est comme données qui vont être diffusées, volées ou modifiées. Donc il y a des dépôts de plainte à plusieurs niveaux. Au niveau de la CNIL, par exemple, au niveau de l'ANSSI. L'ANSSI qui est, pour ceux qui ne savent pas, l'Agence nationale sur la sécurité des systèmes d'information, qui œuvre à essayer de sécuriser l'entreprise française. Et bien sûr, une des réactions, une fois qu'on a un peu maîtrisé l'attaque, c'est de restaurer des systèmes sur des sources qui sont saines, de confiance, et dont on connaît l'origine. Et donc tout ça, ça va être une partie qui va pouvoir être faite via des solutions comme un SOC externalisé, et pour aider et accompagner les clients, les sociétés PME ETI, dans une maturité en cybersécurité un peu plus importante. D'accord. Merci, Mickaël, pour ces informations. Moi, j'aimerais maintenant que tu nous expliques comment, justement, cette solution SOC, nous expliquer ce que c'est et comment est-ce qu'elle peut aider, justement, à résoudre ces problématiques de toutes ces PME et de ces ETI victimes de ces cybercriminels. Tout à fait. Alors, voilà pourquoi un SOC. Et puis, donc, on va d'abord commencer par ce qu'est un SOC. Sa définition, c'est un centre opérationnel de sécurité. Et donc, ça va être un service et non une solution technique. Il faut bien avoir ça en tête. Ce n'est pas une boîte noire qu'on va installer quelque part et qu'on va laisser faire sa petite vie dans son coin. Pas du tout. C'est là où il va y avoir une valeur ajoutée importante qui va se créer au niveau de Cap 6e Sens. Donc, le SOC va être un ensemble de technologies, de moyens humains et de processus, de process. Cet ensemble-là, sur différentes briques technologiques, différents types de compétences, vont permettre d'adresser ces trois gros pans qui sont l'anticipation et la visibilité, la détection des intrusions, des menaces, et la réponse à ces menaces. Donc voici un peu une définition globale et assez succincte de ce que peut être un SOC aujourd'hui. Alors, le SOC by CAPI, le service que nous, on peut proposer à nos clients, aux PME et aux ETI, c'est une offre vraiment qui a été pensée pour cette cible-là. C'est pas du tout adapté à d'autres types d'entreprises. C'est vraiment pour les PME et les ETI. Ça va être un atout essentiel pour pouvoir couvrir l'ensemble des points de posture dont tu as évoqué l'idée un peu plus tôt, sur la partie prévention, conformité évidemment, jusqu'à la partie adaptation. C'est un accompagnement de cybersécurité global qui va permettre de mettre des points de sécurité à différents endroits de l'infrastructure pour pouvoir progresser et améliorer son niveau de sécurité, justement. Alors, on va parler rapidement des bénéfices de ce service de SOC by CAPI. Donc, il faut bien comprendre que c'est un service externalisé, donc à distance, avec des humains derrière qui vont mettre en place des briques technologiques et qui vont les opérer. Ce n'est pas quelque chose que vous aurez à faire en interne. Et qui va essayer d'apporter une valeur ajoutée importante sur la partie sécurité. Donc, on va parler évidemment de la partie anticipation dont je vous ai déjà parlé, sur l'implémentation des bonnes pratiques et des règles d'hygiène de cybersécurité, donc notamment basées sur ce que fait l'ANSSI, qui est directement sous les ordres du Premier ministre en France, ou sinon des normes internationales comme l'ISO. On va essayer de faciliter la mise en place des prérequis qui vont être demandés parfois par les assurances pour pouvoir souscrire un contrat d'assurance. Donc des prérequis techniques et administratifs en termes de sécurité sur les infrastructures. Aider à la réaction, au plan de réponse à incident. Donc définir justement ces processus de qui va faire quoi à quel moment, comment répondre face à tel ou tel type d'attaque, parce qu'on ne va pas répondre de la même façon face à un phishing et face à un ransomware, par exemple, ou autre. Et bien sûr, on va être un support technique humain pour les équipes internes aux clients sur la partie de la gestion d'une crise cyber. Donc ça, c'est vraiment les éléments à bien retenir.
Et pour la partie adaptation, et qui va être en fait finalement de l'amélioration continue, c'est de mettre en place un programme, donc un programme vraiment au cours de toute l'année, qui va permettre d'évaluer la maturité cyber d'une infra et son niveau de progression sur les mois qui défilent. Donc, alors pour ça, nous sommes assez fiers là, chez Capfi Sixième Sens, d'avoir sélectionné, d'avoir testé et d'avoir validé un ensemble de 3 briques technologiques qui sont exclusivement françaises. Pour certaines d'entre elles, elles ont le visa de sécurité de l'ANSSI et d'autres sont en cours de l'obtention. C'est rapidement une brique qui va permettre de corréler tous les événements de sécurité qu'il va y avoir dans votre infrastructure, qu'elles soient internes dans le cloud ou vos postes nomades, vos collaborateurs qui ont un PC portable et qui sont sur le terrain peut-être. On va essayer de ne pas avoir trop dans la raquette et de les intégrer à la partie supervision de sécurité. On va avoir un pan justement qui est de la détection sur les terminaux finaux et un pan de la gestion de la vulnérabilité. Donc c'est avec un peu, voilà, on est très content de travailler avec nos partenaires que vous avez à l'écran, qui sont français et qui nous permettent de vous proposer un SOC souverain avec une qualité de service propre à la société Capfi Sixième Sens et voilà, qui quelque part permet comment dire, on va vous permettre d'atteindre une maturité en cybersécurité beaucoup plus importante. Voilà, je suis arrivé donc à la fin de la présentation. Je voulais d'ailleurs tous vous remercier d'avoir participé, d'avoir été là. Je vais rendre la main à Swat parce que je crois qu'il y a quelques questions. Oui, merci beaucoup, Michael. Effectivement, on arrive à la fin de la présentation. Merci à tous pour votre attention. Effectivement, il y a quelques questions qui ont été posées. Alors, il y a des personnes qui ont posé des questions dans le chat et d'autres dans l'onglet questions. Donc, je vais commencer par ceux qui ont respecté ce que j'avais dit au départ, à savoir dans les questions. Donc, je vais commencer avec Olivier Clément. Olivier Clément qui nous pose la question suivante. Est-ce qu'un SOC complète un outil DLP type Netwrix et ou ForcePoint? Alors ça, c'est une question à mon sens bien technique et je vais laisser soin à Michael ou à l'IDAO probablement de répondre, s'il vous plaît. Oui, je vais prendre la main sur ce sujet. Alors, effectivement, ça peut être un complément parce que les outils que nous utilisons aujourd'hui n'ont pas ce rôle-là. Mais par contre, on peut très bien intégrer ce type de logiciel à notre service. C'est-à-dire qu'on va récupérer les informations de sécurité que ces logiciels vont générer et on va pouvoir les corréler, les agréger à d'autres sources de données pour avoir une vision plus globale de ce qui se passe sur l'infrastructure du client. Donc c'est un complément et on peut surtout l'intégrer. Voilà. Merci. Alors, je vais je vais poursuivre toujours avec Olivier Clément qui avait posé en fait une question avant. Et donc, qui est la suivante. Est-il obligatoire d'avoir un SOC lorsque l'on souscrit une cyberassurance? Ah, alors ça, c'est plutôt un sujet qui concerne donc Patrick ou moi. Patrick, peut-être, je vais te laisser répondre et ça te donnera probablement, nous donnera l'occasion d'avoir la vision d'Alliance une fois de plus. Merci. Alors, stricto sensu, non, dans l'absolu, non. Maintenant, il faut pas, j'allais dire, faut le raisonner dans l'autre sens. Le vrai sujet, c'est de se protéger et SOC est une solution de protection et ensuite de chercher à s'assurer. C'est un peu comme si on voulait s'assurer pour sa maison en vol et qu'on n'ait pas de serrure aux portes. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là. Après, en termes d'assurance, en fait, les niveaux de protection vont aller crescendo en fonction de la taille de l'entreprise, de sa vulnérabilité et des capitaux recherchés en couverture d'assurance. Très bien, merci Patrick. Alors effectivement, ça ne veut pas dire que c'est pas imposé, hein. Ça peut être exigé par l'assureur au niveau d'un certain évidemment risque éventuellement à prendre par l'assureur. Le SOC peut être effectivement demandé en amont. Alors, on va passer à la question suivante. La question suivante, c'est Lucie, une collaboratrice, Lucie Lasso, qui nous pose une question. Alors, elle nous demande, y a-t-il des situations où nous pouvons être victimes d'une cyberattaque sans le savoir, c'est-à-dire sans demande de rançon claire? Je peux prendre la main effectivement sur cette question. Il y a, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport donc, au nouveau paysage donc, des menaces, il se passe en général un certain temps entre l'intrusion donc, dans le système, en fait, le système d'information du client
et le déclenchement vraiment de l'attaque. Donc, en général, en moyenne, ce que voilà, les rapports, par exemple, d'IBM avaient démontré, c'est que s'il peut se passer plus de 7 mois entre vraiment la compromission initiale du système d'information et le déclenchement, typiquement, du chiffrement du système d'information de l'entreprise. Donc, entre l'intrusion et le chiffrement, il peut se passer toute une phase silencieuse où le cybercriminel va se propager dans le système d'information du client pour déterminer quelles sont les ressources critiques et frapper là où ça fait mal. Donc ça, c'est une première question, une première réponse qui peut apporter des lumières à la question de Lucie. Mais il y a un autre élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la motivation des cybercriminels. Donc, pas tous les cybercriminels vont être motivés par vraiment l'aspect financier. Donc, typiquement, demander une rançon, ce n'est pas forcément la motivation de tous les cybercriminels. On va voir certains cybercriminels qui vont être motivés typiquement par de l'espionnage. Si c'est de la propriété intellectuelle, l'idée, c'est d'exfiltrer la donnée sans demander de rançon. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'être vraiment furtif et ne pas justement déclencher d'éléments pour montrer voilà, qu'il y a une donnée qui a été subtilisée. Et on peut aussi avoir le fait que la victime va servir plutôt de rebond. Donc, typiquement, dans l'exemple que j'ai donné de le passer par la fenêtre alors que la porte est blindée, souvent les PME qui vont être prestataires d'entreprises plus stratégiques, de cibles plus stratégiques, c'est plus difficile en fait pour les cybercriminels d'aller attaquer en direct en fait des sociétés un peu plus sécurisées. Donc, elles vont passer par les prestataires et vont se servir des prestataires qui sont plus vulnérables, moins protégés, pour donc atteindre leur cible finale qui est celle de l'entreprise stratégique. Donc, il n'y aura pas de rançon qui va être demandée, par exemple, pour la PME qui va être victime de la cyberattaque, mais c'est plutôt la cible stratégique qui va subir cette attaque-là. Voilà. D'accord, merci Lidao. J'espère qu'on a répondu à ta question, Lucie. J'ai une autre question. Est-ce que la mise en place du service SOC by CAPFI peut se faire progressivement ou est-ce qu'il s'agit d'un ensemble monolithique? Alors, je vais répondre à cette question. Alors, effectivement, c'est pas du tout un bloc qu'on vient mettre et voilà, il se passe plus rien. Alors, c'est quelque chose où on se met en accord avec le client. On essaie de comprendre le client, de le connaître, donc le contexte, son secteur d'activité, ce qui est important pour lui, les périmètres, les différents actifs qu'il a. Et évidemment, on ne va pas venir tout installer d'un coup et tout essayer d'exploiter. Ça va être plutôt par criticité. On va peut-être commencer par mettre l'EDR, ce qu'on appelle l'EDR, c'est-à-dire un agent sur les postes utilisateurs, parce que peut-être ces gens-là, peut-être que ce client va avoir des collaborateurs qui sont beaucoup hors du bureau, qui sont nomades, et donc ils vont aller sur Internet et ils vont avoir justement un risque d'avoir des malwares sur leur poste. Donc ça peut être le premier risque. Donc on va commencer souvent par ce type de technologie. Ensuite, parfois, les clients ont déjà des process qui existent déjà pour la partie gestion de vulnérabilité. Donc on ne va pas venir avec une nouvelle technologie, on va peut-être juste faire de l'accompagnement de processus. Donc c'est une façon encore de s'adapter aux besoins du client. Et pour l'autre bloc, c'est la même chose. On va essayer d'intégrer ce qu'ils ont déjà à nos briques. S'ils les ont pas, on peut les mettre. Sinon, on va s'y intégrer. Mais ce qui va être important, c'est de faire une évaluation du besoin du client et d'y aller progressivement pour que le système de supervision lui-même soit efficace. Merci, Michael. Alors, question suivante. Concernant le SOC, l'initialisation nécessite de capter les flux messagerie web réseau, je suppose. Comment est-ce que vous procédez? Alors, il y a plusieurs façons de faire. En fait, il y en a deux. C'est-à-dire, soit le client a déjà des équipements réseau de sécurité qui permettent de le faire. Donc, il y a des éditeurs qui permettent de faire ça. Et nous, à quel cas, donc c'est le même système, on va s'intégrer à ce que font ces éditeurs, on va récupérer ces informations pour pouvoir les traiter, les corréler de notre plateforme de corrélation. Ça, c'est une première solution. Si ces solutions n'existent pas, et que là, alors il y a deux sous-solutions, soit le client obtient ce genre de solutions techniques, soit on peut nous, de notre côté, CAPFI SIEM-Sens étant une ESN, mettre en place, aider à déployer des solutions sur place
pour le client pour pouvoir répondre à cette problématique-là et ensuite les intégrer dans notre service. Donc, c'est soit le client a les outils déjà en place. S'il les a pas, on peut l'aider à les mettre en place pour pouvoir avoir cette fonctionnalité d'audit réseau, entre guillemets, pour pouvoir traiter les informations. D'accord, merci. Question suivante. Alors, est-ce qu'il existe une possibilité pour des experts de déjouer, donc des experts, donc vous, CAPFI Sixième Sens, de déjouer une attaque lorsque le système est déjà hacké? En fait, il y a plusieurs, en tout cas, si je comprends bien la question, c'est-à-dire qu'on a une intrusion et la déjouer, en gros, en tout cas pour nous, l'idée, en fait, c'est de limiter l'impact que cette intrusion peut avoir. Donc, on peut la déjouer en la détectant très en amont donc de l'intrusion pour pouvoir la bloquer avant qu'elle atteigne des systèmes ou des ressources critiques. Donc, c'est comme ça, en fait, donc on peut la déjouer. L'idée, c'est de réduire vraiment le temps de détection et de réaction lors de la compromission. Très bien. Merci. Alors, question suivante. Est-ce qu'un SOC nous protège à 100% d'une cyberattaque? Y a-t-il des engagements de résultats de protection par CAPFI? Vas-y, Lidao. Je peux effectivement répondre à cette question qui est un peu, qui va ressembler un peu à la question précédente. Donc aujourd'hui, donc l'engagement donc de protection, en fait, en tout cas les engagements de service qu'on va apporter, ça va être vraiment sur les temps donc justement de détection et les temps de réaction. Donc l'idée pour nous, effectivement, comme on l'a présenté, c'est apporter les capacités défensives qui vont manquer à l'entreprise aujourd'hui. Pour qu'elle soit à même d'avoir de la visibilité sur les alertes qui sont remontées, mais être aussi en capacité de réagir très rapidement. Donc, nos engagements de service, ça va être le temps de réponse lorsqu'une alerte est remontée, donc le temps de qualification de l'alerte, et également donc l'accompagnement sur la rémédiation qui va être proposée aux clients. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux modes de fonctionnement. Sur certains briques de service, typiquement la protection des terminaux finaux, on va pouvoir être en capacité de réagir, donc si le client le permet, de réagir vraiment lorsque l'alerte est remontée. Et sur d'autres briques de service, on va apporter plutôt des mesures, des recommandations donc au client final pour qu'il réalise certaines actions pour isoler la menace, éviter sa propagation, et également des recommandations pour qu'il puisse donc restaurer son service. Voilà. Mais donc le risque zéro n'existant pas, en fait, le SOC ne protège pas à 100%, justement. Le SOC permet de réduire le risque résiduel. Si je reprends les termes de Patrick, le SOC va permettre justement de réduire le risque de compromission en apportant cette capacité de, même si mes solutions de protection, donc de prévention, sont contournées, je suis quand même en capacité de pouvoir détecter et de réagir rapidement, donc de limiter l'impact que peut avoir une attaque. Mais je ne suis pas protégé à 100%. Je suis juste rassuré que si jamais justement le mal arrive, l'impact sera voilà, moins conséquent, voire insignifiant, parce que l'alerte sera remontée très rapidement et stoppée par les équipes du SOC. Ok, merci Lidao. Alors, on va passer à la question suivante. La question suivante, c'est la suivante. Comment se décompose le coût d'une mise en place d'un SOC? Je peux également répondre à cette question. Oui. Donc aujourd'hui, il y a deux aspects. Il va y avoir deux coûts. Un coût de mise en œuvre, en fait, donc de la solution, qui va être autour donc, de la définition, en tout cas de la qualification déjà du besoin du client, suite à une analyse de maturité, de risque, comme l'a présenté Michael tout à l'heure. En gros, l'idée, c'est de comprendre quelle est la brique de service qui va être la plus adaptée. Soit c'est le risque en fait des attaques par rançon logiciel, donc une solution de protection des terminaux finaux via la solution qu'on appelle l'EDR,
Soit ça va être la gestion de vulnérabilité, justement pour réduire l'exposition de la surface d'attaque en fait, du système d'information. Soit ça va être la centralisation de la visibilité. Donc, il y a une phase de construction et il va y avoir donc des coûts récurrents d'exploitation. Donc, vraiment deux coûts, un coût de mise en place et des coûts donc, récurrents d'exploitation. Et pour apporter aussi une petite précision, c'est que voilà, le modèle en tout cas de tarification va être basé uniquement sur le nombre d'actifs. Et les actifs, ça va être l'ensemble des équipements, que ce soit des terminaux finaux, donc des postes utilisateurs, des serveurs, des équipements réseau, des proxys, des switches, des firewalls, ou les utilisateurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter un modèle de tarification assez simple parce qu'il y a d'autres acteurs qui vont être basés sur la volumétrie, en fait, et c'est assez complexe souvent et difficile, en fait, à justement contextualiser pour les clients. C'est assez intangible. Donc, le fait de se baser sur le nombre d'actifs, en général, c'est plus simple pour les clients et aussi, ils peuvent se dire, voilà, quel est le coût de protection d'un actif de l'entreprise. Voilà. Ok, merci Lidao. Je crois que j'ai une dernière question. Une dernière question de Sonia. La mise en place du SOC est-elle la même pour une PME que pour une multinationale? Alors, Sonia, non, pas vraiment. C'est-à-dire que le principe va être équivalent, mais vraiment la mise en place du service lui-même n'est pas le même pour plusieurs raisons. Le nombre d'actifs, donc ça va être un élément différenciant. Et puis chaque société finalement va avoir ses spécificités, ne serait-ce que par leur contexte, leur métier, ce qu'ils produisent, ce qu'ils font comme valeur ajoutée et leur secteur d'activité. Alors sur les PME ETI, on a le lien, on a quelque chose d'un peu commun qui va être certaines technologies et le nombre d'actifs. On a une bonne idée à peu près de ce qui peut se faire et donc c'est ce qui nous permet nous de devenir un peu ce spécialiste dans ce domaine-là et de mutualiser certaines choses qu'on fait chez les uns pour pouvoir le faire ou en tout cas l'adapter à d'autres et vice-versa. Le cas de la multinationale va être vraiment différent en termes de nombre d'actifs et des technologies peut-être qui vont être utilisées, qui seront moins répandues dans le monde PME-ETI. Merci Mickaël. J'ai encore une question qui vient d'arriver de Karine. Karine, bonjour Karine. Quels sont les différents modèles de déploiement d'un SOC? Quels sont les différents modèles de déploiement d'un SOC? Alors, il va y avoir globalement deux modèles qui sont communément acceptés ou en tout cas mis en place aujourd'hui. C'est les SOC internes. Et c'est souvent ce qui va se passer dans les grandes sociétés, dans les plus grandes boîtes, entre guillemets. On va avoir leurs entités de SOC avec leurs analystes, leur N1, leur N2, leur N3. Et voilà, ils vont gérer tout ça en interne sur plusieurs filiales internationales. Souvent, de grandes banques font comme ça, des institutions financières font comme ça. Et puis, il va y avoir donc, le mode qui est externalisé, ce que nous, on propose, SOC by Capfi, c'est-à-dire, comme l'a présenté tout à l'heure Lidao, on va essayer de mutualiser tout ça, c'est-à-dire les coûts des humains, les coûts technologiques, de licences, de matériel, tout ça est mutualisé. Et même si toutes les données sont vraiment séparées, il n'y a aucune possibilité d'avoir de mélange d'informations, mais on va essayer de mutualiser ces ensembles d'aspects-là sur du cloud. C'est-à-dire qu'on va avoir des instances sur des hébergeurs, où nous, on va avoir nos consoles de contrôle, qui sont d'ailleurs accessibles aux clients. On va aussi mettre en place chez les clients des petites sondes, c'est-à-dire du matériel technique, qui vont renvoyer des informations dans les standards de cryptographie vers nos plateformes à l'extérieur, et qui vont nous permettre à nous de pouvoir exploiter, à nous et nos équipes d'exploiter et d'opérer sur le SOC. Donc en gros, c'est ces deux modèles-là, internes, complètement fermés et propres à une société, et le modèle cloud, où on va utiliser les services qui sont sur Internet. Voilà, des services qui sont sur Internet. Eh bien, voilà, je crois que nous avons fait le tour des questions. Je revérifie, mais voilà, c'était la dernière question. J'espère qu'on a pu vous répondre, et en tout cas assez clairement, pardon. Et sinon, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers Capfi 6e Sens ou vers moi pour
pour des sujets éventuellement d'assurance et de cyberassurance. Je vous remercie infiniment tous, tout l'auditoire, tous les participants. Merci Patrick, Michael, bien sûr, l'IDAO et toutes les équipes de CAFI 6e Sens qui nous ont aidés à organiser donc ce webinaire. Voilà, merci infiniment. Est-ce que vous voulez dire un mot peut-être pour terminer, l'IDAO, Patrick ou Michael? Ou tous les trois d'ailleurs. Écoutez, moi je vous remercie beaucoup et je dirais à tous ceux qui nous écoutent, j'allais dire protégez-vous, c'est un peu caricatural, mais faites-le parce que c'est vrai que c'est des menaces importantes et c'est vraiment, il faut le faire, il faut démarrer quoi. C'est pas non plus, faut pas s'en faire un monde, il faut juste commencer et attaquer le sujet et ne pas subir quoi. Et donc, merci beaucoup et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant dans la tête des gens qui nous ont suivis. Vous voyez, je pense qu'il y a les contacts de SY Assurance et de CAPFI. C'est de la moindre question voilà, pour des informations, des renseignements. Et comme le disait, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Patrick, il ne faut pas s'attendre à être prêt tout de suite en 2 semaines, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment initier le mouvement. Faut lancer la machine et ça se fait petit à petit. Et voilà, c'est tout à fait faisable et en toute sérénité. Voilà. L'IDAO, un petit mot? On se dit au revoir? Donc, effectivement, je pense que je vais être sur la même ligne que Patrick et Michael. Déjà, un grand merci donc, pour votre disponibilité, pour donc, participer à ce webinaire. On a eu du plaisir donc, à l'animer. Et puis, c'est toujours un plaisir de partager un peu des informations qui souvent, on a l'impression en fait donc, sont des informations d'experts. Mais comme l'a dit en fait Michael et Patrick, il y a un certain nombre donc, d'actions qui peuvent être mises en place. Et si vous avez besoin de plus de précision, donc n'hésitez pas à contacter nos équipes pour que voilà, on propose en fait des solutions un peu plus adaptées en fonction donc, de votre contexte. Merci. N'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.